Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Effort Maximum. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour les premiers retours qu'on a eu sur le premier épisode, les échanges, les partages. Ça nous a fait très plaisir. Et donc évidemment, on s'arrête pas là. Vous pouvez le voir, cette fois-ci on est filmé, on a aussi une sacrée qualité son, on a mis un certain matériel autour de l'épisode et c'est super. Et donc, on se retrouve pour ce deuxième épisode, toujours accompagné d'Edouard. Donc salut Edouard. Salut Hugo. Ça va? Ça va très bien, en pleine forme, avec du bon matériel et surtout des invités de qualité. Voilà, des invités de qualité. Donc on se retrouve avec deux nouveaux invités qui vont se présenter devant nous. D'abord, salut Farid. Salut Hugo. Ça va? Merci de l'invitation. Merci à toi de venir simplement pour ce deuxième épisode, d'avoir répondu à l'appel. Je vais te laisser te présenter un peu ce que tu fais, ton parcours. Ouais. Pour me présenter rapidement, donc Farid Albaraka, moi je suis le fondateur d'une startup ici basée à Nantes qui s'appelle Epic. On a une plateforme SaaS pour les communautés sportives et on travaille avec des communautés comme des clubs de triathlon, des clubs de trail, des clubs de course à pied. Et notre mission elle est assez simple, c'est d'aider ces communautés à attirer plus de membres. Donc, trop cool. En tout cas, merci encore d'avoir participé à ce podcast. Et puis on est avec notre deuxième invité, Nathan. Je te laisse te présenter comme Farid. Non, écoute, merci pour l'invitation. Nathan Gliot, je suis le fondateur de Trieste Sport, qui est une solution d'accompagnement médical pour les clubs de sport et les événements sportifs. Ok, super. Et donc vous êtes tous les deux basés sur Nantes depuis combien de temps exactement La boîte ou Ouais, la boîte. Ouais, la boîte. Nous, on a été créé fin 2021. D'accord. Donc on a fait toute la première année la phase de développement du produit. On a sorti une bêta en 2023 et qu'on a juste commencé à commercialiser. Ok, super. Et moi, la boîte est date de juin 2022. Ok. Donc on a 2 ans. Ok, juste très bien. Donc encore dans la jeunesse. Exactement, là on est sur l'année en prévision de développement de croissance, d'explosion. Bien sûr, c'est la Richard. C'est la troisième C'est année. maintenant ou jamais. Je vais pas faire, toi tu confirmes l'année 3? Ouais, en fait, nous aussi, c'est année 3, parce que si tu veux, la première année, en fait, il y a l'année 0 déjà. Il y a l'année 0, il y a l'année 0 où tu brainstormes et tu te dis, t'as des idées, et t'essayes d'exécuter un produit et un modèle économique autour de cette idée. Donc après, une fois que tu pars sur une bonne piste, nous en tout cas, on a développé déjà un premier produit qui était plutôt orienté B2C pour les organisateurs de courses, pour permettre aux coureurs de trouver facilement une course directement sur une application mobile, qui était plutôt une bonne promesse, mais l'exécution n'était pas idéale. On s'est aperçu que fournir cette proposition de valeur de chercher des courses uniquement sur une application mobile, c'était pas le canal idéal, parce que la recherche de courses, ça se fait essentiellement sur le web et via Google. Donc nous, dès la première année, on a pivoté vers vraiment une solution communautaire de gestion de membres pour les clubs. Et là, c'est vraiment ça qui a marché. Après, on a pu associer un modèle économique à ça et commencer à commercialiser en 2023 et signer des premiers clubs de trail, des clubs d'athlètes, des clubs de triathlon. Donc pour répondre à ta question, effectivement, maintenant la troisième année, c'est de faire en sorte que, t'as un produit, t'as un modèle économique, t'as des gens qui veulent acheter ton produit, t'as des gens qui sont contents d'acheter ton produit, ils l'utilisent au quotidien. Donc c'est trouver le moyen d'automatiser et de passer à l'échelle. On va avoir le temps de parler de vos expériences à tous les deux au cours du podcast et on va commencer du coup la première rubrique qui, pour ceux qui ont vu le premier épisode, vont s'en souvenir. Donc c'est les 10 questions d'Edouard et Hugo. Donc c'est une rubrique qui va surtout être présentée par Edouard et je vais vous laisser vous expliquer un peu le principe. Ok. Donc du coup, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10. Et j'ai 10 questions. Et donc je vais vous demander chacun, l'un et l'autre, de répondre à ces questions. La personne qui va me donner le chiffre décide s'il souhaite répondre tout de suite ou laisser justement son collègue répondre. Pas de souci. On marche. Ok. Alors, qui veut commencer? Je vais te donner un chiffre, numéro 2. Ok, ça marche. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir à 20 ans pour créer ton entreprise? Créer ta boîte le plus vite possible. Voilà. À 20 ans, j'aurais aimé qu'on me dise, si tu te sens l'âme t'as envie d'entreprendre, t'as envie de créer des projets, et dès que t'as terminé tes études, fais-le tout de suite. Voilà. J'aurais aimé qu'on me conseille ça, parce que, en fait, quand tu commences dans la vie active, c'est là que tu peux faire plein d'erreurs, tu vois, t'as pas d'attache,
t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, peu importe. Au pire, si tu fais quelque chose et que ça crache, bah, au pire, tu retournes habiter chez tes parents, c'est cool. Et au moment, il faut tout tenter. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois. C'est toi qui, tu vois, tu seras dit. Bah, c'est pour ça qu'on disait l'âge 20 ans, c'est un peu à mon âge, et même ceux qui écoutent un peu le podcast, donc, Ouais. Et toi, tu sens que c'est quelque chose, justement, à tes 20 ans, ces alentours-là, où qui n'était pas poussé en avant? Qui n'était pas mis en avant le fait de lancer son entreprise? Bah, moins que maintenant, quand même. Ok. Non, c'est sûr que, tu vois, moi, là, je vais avoir 42 ans cette année. Et, Tu as 20 ans, c'était il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, ce phénomène d'entrepreneuriat. C'est pas les gens. Ouais, de start-up, etc. Et maintenant, c'est encore plus exacerbé, pardon, avec, voilà, Internet, les vidéos, les entrepreneurs, voilà, ils sont mis vraiment sur le devant de la scène. Donc, c'est très, très populaire. Il y a 20 ans, non, pas du tout. Il y a 20 ans, l'objectif, moi, je sais que mes parents, leur rêve, c'était que je rentre travailler à la Défense à Paris, dans une grosse boîte du CAC 40. Et là, voilà, c'est le beau parcours classique, c'est excellent. Avec un grand poste, avec des responsabilités. Ouais, exactement. Si t'es manager dans une boîte du CAC 40, c'est magnifique. Ouais, tandis que si t'as envie d'entreprendre, en réalité, c'est pas forcément voilà, une super réussite, même si de travailler dans des grosses boîtes de ce type-là, t'apprends énormément de choses, bien sûr. Puis les outils qu'on a aujourd'hui, il y a 20 ans, clairement. Totalement, tout aujourd'hui est plus propice à pouvoir lancer son projet, comme tu disais, avec la digitalisation, avec les réseaux, avec. Ah oui. Pareil, le phénomène de start-up, de toute façon, Bien sûr. Mêler innovation et je sais pas. Mais aujourd'hui, on met un peu tout et n'importe quoi aussi. C'est sûr aussi, ouais. Le start-up, on se fait trop grandir. Registre là, donc. Mais c'est que les innovations technologiques aident à un peu concrétiser les projets qu'on a dans la tête. Peut-être il y a 20 ans, on se dit, je sais pas comment le faire. Déjà aujourd'hui, on va beaucoup plus vite dans tout ce qui est croissance et développement que des idées qui sont possibles d'être mises en place plutôt que, comme tu peux le dire, il y a 20 ans, que c'était les prémices. Ouais, tu vois, j'irais même plus loin. Je pense que donc je vais te donner le conseil, toi qui as 20 ans. Je pense que tu peux même déjà commencer maintenant à essayer de créer ta boîte, tu vois. N'attends même pas que tu aies fini tes études. Tu peux tout à fait créer des projets en side de tes études, tester des choses. Et effectivement, par rapport aux outils qu'on a maintenant, je veux dire, tout seul, dans ta chambre d'étudiant, tu peux faire un site internet avec 2-3 pages, tu poses une proposition de valeur traduite en plusieurs langues, tu lances, tu vois ce que ça donne, t'essayes de poster des messages dans quelques communautés, sur des groupes Facebook, Reddit ou autres, et tu vas voir ce que ça donne. Hein. Donc assez rapidement, tu peux toucher le monde entier, donc très très facilement de ta chambre d'étudiant. Quoi. Ouais, ça me fait penser parce que j'ai une anecdote, mais j'ai pris un blablacar il y a pas longtemps avec quelqu'un qui avait 1 an de moins que moi et qui avait lui déjà lancé son business sur LinkedIn. Où en fait juste il gérait la com de personnes et il fait toute sa communication sur LinkedIn en fait. Et il me disait LinkedIn c'est surtout un réseau de pros, les gens font pas vraiment de la communication dessus et du coup en fait j'ai découvert en allant sur son profil une vraie communauté de jeunes vraiment de 19-20 ans qui vont chercher les pros sur LinkedIn et qui vont faire des conseils, de la formation, des conseils. La nouvelle génération, ils sont vraiment en plein dedans et c'est vraiment ça. Alors encore une fois, le terme créer sa boîte, ça peut faire peur. C'est pas forcément créer sa boîte, c'est surtout faire ce qui te plaît et n'attends pas. Teste. En fait, c'est surtout tester. Moi, j'ai plutôt l'inverse, j'ai créé ta boîte le plus tard possible, en ayant testé un maximum de choses avant. Toi, tu aurais ton conseil le statut officiel d'entreprise ou ce que ça peut impliquer en termes de structuration, en termes de coûts financiers. D'accord. Le sortir le plus tard possible. Mais par contre, je rejoins que dès le lycée, dès qu'on a un projet qui nous tient à cœur, faut y aller sur le terrain, faut le tester. Et c'est le premier pas qui est le plus dur à faire, parce que après ça fuse et on a envie de faire plein de choses. On a des obligations quand on grandit qui nous emmènent vers des chemins un peu tracés et que c'est compliqué de sortir des feuillages. Chacun, parce que il est partagé. En fait, vous avez un peu la même vision, mais dans le sens où derrière, après avec une approche un peu différente, mais qui est totalement pertinente dans le sens où on a des points, c'est ça. Bien sûr, j'ai oublié sur les meilleurs. Et les c'est du coup pas. Ça y est, la compétition est lancée là. Non, mais après, tu vois, conclusion, c'est un peu, t'es jeune, faut tenter des trucs, tu vois. Clairement. Tu vois, tu veux pas rester toute ta vie à être spectateur, tu vois, des autres qui montent des projets, tu vois. Ouais, faut le faire. Mais en plus, le truc, c'est que, à la limite, de réussir, c'est presque secondaire. C'est, si tu tentes pas, à la fin,
quand tu arrives au bout de ta vie, tu vas te dire, bah, merde, est-ce que j'ai tout tenté dans la vie? Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais voulu faire? Et à chaque fois, je me suis dit, tiens, je vais le faire l'année prochaine. Oh, dans 10 ans, je vais faire ça. Et à la fin, tu le fais pas, et tu te dis, mince, j'aurais peut-être dû le Après, c'est faire. uniquement si t'as cet état d'esprit-là. Oui, tout à fait. Oui, faut avoir un projet, comme tu disais derrière. Ils sont très bien comme ça, et après, voilà, vaut mieux avoir des remords que des regrets, faire des erreurs, plutôt que de ne pas avoir testé. Ok. Ça mérite des points. Ça mérite des points, ça. Du coup, Nathan. La 6. La 6. C'est quoi ton meilleur souvenir lors de la création de ta startup? Tu laisses la main ou tu... Non, je vais pouvoir le prendre. Déjà, la première, c'était la création des statuts. Ça, il n'y a pas à dire. Une fois que tu es réellement chef d'entreprise, ton projet il est vraiment officiel. Quand tu reçois le cabis, quoi. Je sais pas, quand tu reçois le mail te disant félicitations, vous avez créé votre entreprise. D'accord. Ça concrétise les N0, les N-1, N-2. D'accord. Parce que moi, j'ai tablé dessus à partir du Covid. Donc, j'ai profité de ça pour tout mettre par écrit, toutes les idées que j'avais depuis les écoles, que j'avais cette idée la boîte, que j'avais déjà depuis mon école. Mais maintenant, c'est assez récent, c'est que se rendre compte qu'en allant en commercialisation, aujourd'hui, on travaille avec des événements internationaux qui accueillent du coup des nationalités du monde entier, alors que au tout début, on travaillait avec des prestataires ou des clients qui étaient à côté de chez moi parce que c'était le réseau proche qui amenait ça, et de voir que la notoriété arrive et que le réseau se construit aussi, ça ouvre des opportunités incroyables, et savoir qu'en un an, avec le peu de moyens qu'on peut avoir à disposition, on peut déjà arriver à de très belles choses. Et là, j'ai 2 événements en tête. J'ai l'Open international de squash. Okay. On a eu la chance qu'il était du coup sur la région nantaise. On l'a décroché en accompagnement médical. Et c'était l'Open qualificatif pour les championnats du monde. Il y a un Open qualificatif par continent. Et c'était le continent européen qui du coup était à Nantes. Okay. Donc voir qu'on arrive à toucher en plus de ça des sports qui ne sont pas développés, qui sont en cours de développement, et qu'on arrive à les aider à se développer, c'est vraiment la valeur et ce pourquoi je porte le projet. Okay. Et donc travailler avec des clubs comme ça, avec des événements comme ça, c'est top. Là, on est sur l'Open de foot golf de France, qui est la plus grosse étape du circuit international cette année, qui est à côté de Paris, le week-end prochain. Okay. Donc voilà, ça fait encore une fois un nouveau sport et à échelle internationale. Et puis, vu qu'on a une deuxième verticale côté club, et on a travaillé pour la première fois avec un club pro, qui est en Ligue 2 masculine de hand. C'était le mois dernier. Donc, sur une commercialisation qui date de septembre, qui suit la saisonnalité sportive, commencer avec des clubs de régional national pour arriver avec un club de professionnel sur la fin de saison, ça montre qu'on peut très vite grandir et qu'il faut pas se fixer de limite, quoi. Totalement. Tu peux me rappeler juste quel âge tu as? J'ai eu 28 ans hier. 28 ans, bon anniversaire. Merci beaucoup. Je fais aussi bien que toi. C'est quoi ton meilleur souvenir de création sur la startup? Ouais, c'est un petit peu après la création, mais c'est bon, ça rejoint l'action. Je pense que c'est les débuts, c'est le premier client. Tu vois, ça rejoint un peu. C'est plus le premier client que le. Ouais, le premier client, 2000%. Je veux dire. Parce qu'en fait, tant que tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu peux avoir le meilleur produit du monde, tant que t'as pas de client, tu sais pas, même si tu te dis ton truc est incroyable, même si tout le monde te dit que c'est incroyable, mais tant que t'as pas quelqu'un qui t'a donné 1 euro pour ce que tu fais, c'est ça, et bien sûr, hein, quelqu'un qui est pas forcément quelqu'un que tu connais, parce que tu peux avoir des premiers clients qui sont un peu des proches qui vont qui t'aident un petit peu au début à te lancer. Mais là, non, nous on a signé notre tout premier client en Alsace, à Saint-Dié-des-Vosges. D'accord. Et un club d'athlétisme, tu vois. Okay. Et ouais, c'est cool quand tu fais la vente et que tu vends ton premier abonnement, tu signes ton premier client, ça devient concret, quoi. Ouais, c'est ça le meilleur souvenir. Tu peux faire un charrière. C'est sûr. Et c'est surtout que c'est quand un client achète vraiment ton produit et ta proposition de valeur. Voilà. Donc ça c'est top. Moi je suis en tout cas pour moi les deux réponses sont excellentes, donc il y a plein de problèmes. Si on finit à 10-10, moi ça me va. Il y a des questions qui seront plus. Ouais, il y a des questions. Regarde un peu de suspense en jeu. Okay. C'est
Ah, je te donne un... Ok. Et ben, je vais te donner le numéro 10. Ok. Que disent les gens de vous? De vous, de moi personnellement. Toi, personnellement, Ouais, c'est difficile à dire, mais non, je pense que juste ce que les gens disent, c'est que je suis assez enthousiaste en général et assez positif. Voilà. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce qu'ils ont raison. Non, après, je pense que c'est un trait qui a ses qualités et ses défauts, hein, parce que, attention, hein, ça peut, si t'es hyper positif et enthousiaste et que c'est le feu autour de toi et que tu te l'avoues pas non plus, c'est pas forcément très bien, hein. Et ça peut être le biais, mais non, c'est vrai que je suis assez positif. En fait, je suis du principe qu'il y a quand même, globalement, très souvent des solutions à tous les problèmes que tu peux avoir. Après, j'essaie de toujours prendre de la hauteur et du recul par rapport aux problèmes. Est-ce que les problèmes que tu rencontres, c'est des vrais problèmes graves qui vont avoir de l'impact si tu n'arrives pas à les résoudre, etc. Voilà. Tu vois, même dans les difficultés d'entreprise, tu vois, il y a des moments où tu peux te dire, bah tiens, est-ce que ma boîte va marcher ou pas, est-ce que c'est grave si elle ne marche pas, quels enseignements j'en tire. Mais ce qu'on dit souvent en entrepreneuriat, c'est que c'est rarement la première boîte que tu fais qui fonctionne, souvent une deuxième, voire une troisième, etc. Donc voilà, ça fait partie un peu du chemin. Donc voilà, non, je pense vraiment positif. Et du coup, tu arrives à justement être positif parce que tu arrives à prendre du recul pas mal aussi. Sur quand tu dis, bah, des fois il y a des problèmes, faut se demander si c'est des vrais problèmes, etc. Ouais, bah, j'essaie de laisser passer. Non, après, même si je suis positif, des fois je fais des nuits blanches, hein, quasi, hein. Ouais, mais ça, je te rassure. Des fois, je me couche, je suis chez moi le soir, je regarde une série, et en fait, je regarde rien parce que j'ai un problème dans la tête et voilà, et ça dure. Non, mais non, même s'il y a des problèmes, quoi, c'est de rester positif et d'essayer d'être rationnel et analytique, et d'avoir toujours des solutions, plan A, plan B, plan C, voilà. C'est un peu ce que j'essaie de faire. C'est très marrant parce que j'écoutais une interview de Tony Parker qui disait il n'y a pas de plan B, de plan C, il n'y a qu'un plan A, et on y va. C'est la vision au final. Et après, on trouve les solutions, ça rejoint ce que tu disais. Je trouve que c'est vrai parce que des fois, en fait, le fait d'imaginer d'autres situations, en fait, tu te mets pas en fait à penser à fond en fait à la solution, à la situation dans laquelle tu es pour pouvoir te projeter. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, ce mindset, enfin, en tout cas, c'était l'esprit, je trouve que c'est carrément. Et c'est vrai que si tu exécutes ton plan A et ça marche pas, tu essaies de trouver un deuxième plan A par rapport au problème que tu rencontres. Quoi, tu vois. Et après, c'est aussi toujours essayer de pas. Je sais qu'avec mon associé Nicolas, des fois on a des discussions, on est plutôt alignés, mais des fois on peut aussi discuter de problèmes et après on prend du recul, on se dit bah attends, est-ce que c'est vraiment un problème? Là, est-ce qu'on est en train de discuter d'un problème qui existe ou est-ce qu'on est en train d'anticiper un problème qui va peut-être arriver et donc du coup on discute d'une solution d'un problème qui va peut-être arriver mais qui n'existe pas aujourd'hui. Donc d'accord, ok, il n'y a pas de problème maintenant, donc voilà. Ok. Et toi Nathan, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'ils auraient aimé commencer à mon âge aussi leur projet. D'accord. Que quand ils m'écoutent, ils ont l'impression que j'ai déjà eu 2-3 vies. D'accord. Parce que je suis un ancien sportif de haut niveau. Okay. Donc j'ai arrêté assez tôt ma carrière, mais j'étais dans ce monde-là. Puis après, j'ai fait mes études et je suis devenu kiné. Aujourd'hui, je suis kiné du coup d'une sélection nationale de foot qui me fait voyager à travers le monde et tout en ayant créé mon entreprise. D'accord. Donc ils sont admiratifs de cet élan, mais j'ai pas l'impression de faire. Je m'écoute, je me porte et je vais vers ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je t'ai dit ça tout à l'heure. C'est que j'aime bien m'investir dans plusieurs projets en même temps, m'investir dans quelque chose, créer quelque chose, et puis une fois que ça tourne, sortir un peu, être en vision plutôt holistique et me remettre les mains dans le cambouis pour un autre projet et en avoir 4-5 comme ça dans mes semaines, dans mes mois. J'adore. J'adore parce que ça me stimule. J'ai toujours besoin d'être dans des projets, dans des idées, dans des réflexions, moi c'est ça, si t'as pas un plan A, t'as un deuxième plan A. J'aime bien avoir plusieurs plans A en même temps. Non mais c'est ça, et donc voilà, et du coup, ce qu'ils disent de moi, c'est quoi? Je pense que c'est ça, c'est que... C'est admiratif, quoi. Admiratif, ouais, c'est ça.
Ok. Mais alors, faut garder la tête sur les épaules. Ouais. J'ai encore tout à faire, mais j'ai rien prouvé. Le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Mhm. Et ouais, enfin, j'ai rien construit pour l'instant. D'accord. J'ai tout devant moi pour. T'as quand même construit quelques jalons, t'as posé quand même quelques Bah, jalons. c'est comme une maison. J'ai posé les fondations de ce que j'aspire à être ou à faire Mhm. dans la suite de ma carrière professionnelle ou de ma vie, ou ce que j'aspire pour la vie de famille. Ou je me fixe plutôt une idéologie, un idéal de rythme de vie. D'accord. Je construis mes projets en fonction de ça, plus que une liberté autre. Ouais. Je cherche la liberté d'être libre en fait. D'accord. La liberté d'être libre, c'est bon ça. Ok, super. Ouais, c'est difficile de... Bah, les deux conseils sont bien. Après, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, Nathan, dans le sens où, alors, il n'y a pas du tout admiratif de moi, mais, par contre, dans le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, par exemple, il y a ce podcast, puis l'alternance à côté, puis même pendant l'alternance, je faisais pas mal de rendez-vous avec des gens qui sont des startups et tout. Et, du coup, j'aimais bien avoir, plein de petits projets côte à côte, qui en fait par exemple même les projets sportifs faire un marathon récemment, le marathon de Paris, puis continuer à faire plein de sports à côté. En fait, c'est ça, c'est que t'as ta timeline et t'en as des courts termes, t'en as des moyens termes, t'en as des longs termes. Et comme pour tout aspect de ta vie, que ce soit vie de famille, que ce soit autre, ça se construit un peu comme ça. Mais le conseil, si j'en ai un à donner sur ça, et c'est celui que j'ai pu recevoir et celui où je me retrouve et je me dis ok, en effet j'ai fait des erreurs par rapport à ça, c'est de pas s'éparpiller non plus. Ouais. Et j'ai eu longtemps eu l'impression de faire des choses mais pas d'aller au bout des choses. Ok. Voilà, je suis parti jouer à un moment donné au foot en Angleterre. Là, j'ai le sentiment d'accompli, quoi. Je suis pas allé au bout de ce que j'aurais pu faire là-bas. Et j'ai des remords, pas des regrets, parce que je l'ai fait quand même. Ouais. Mais je suis pas allé au bout de la chose. Et j'ai l'impression que c'était un peu ça, quand même, ma vie au début. J'anticipais je faisais des formations, j'avais pas au bout du diplôme, complémentaire, je parle pas du cursus classique, mais et c'est là, c'est un peu mon projet, ma boîte, la première fois où je me dis, il faut pas que je lâche, il faut que j'aille au bout. Parce que sinon, j'aurais le vrai regret d'avoir lâché, quoi. Et donc, c'est pour ça, se mettre dans 3-4 projets, c'est bien, mais aller au bout des choses, sans être non plus dans l'acharnement. Mais terminer ce que t'as commencé à faire, c'est hyper important parce que sinon, tu vois pas le potentiel final que ça aurait pu avoir. Et même quelque chose où au moins tu sais que tu t'es investi à fond, c'est pas grave, peut-être que ça portera ses fruits quelques années plus tard, parce que t'as pas abandonné, quoi. Ouais. Même si t'as repassé sur un autre projet derrière, le fait d'avoir poussé au maximum, en termes de réseau, en termes de fonctionnalité, en termes d'action que tu peux mener pour mener à bien ce projet-là, il faut le pousser jusqu'au bout. Et du coup, pour pas t'éparpiller, comment par exemple, moi, imaginons, je vais commencer à me lancer dans plein de projets, mais je suis lancé dans le truc, je me rends pas compte. Quel conseil, toi, tu me donnerais pour me dire, tu vois, là, t'es en train de t'éparpiller. À partir de quand, justement, on doit se dire, je suis en train de m'éparpiller, en fait? Écoute, c'est un point que j'ai encore aujourd'hui, c'est la priorisation. Prioriser vraiment tes valeurs personnelles et tes valeurs professionnelles, tes valeurs familiales. Faut vraiment, c'est un mélange de tout ça qui va faire ta personne future et ton poids aujourd'hui. Et encore une fois, je remets cette étape de moyen terme, court terme, long terme. Et tu vas prioriser en fonction de ça et tu vas savoir dans quoi t'investir, dans quoi donner du temps, dans quoi donner. Et puis, de toute façon, une semaine, c'est 7 jours et 24 heures par jour. Donc, encore une fois, t'optimises ton temps et t'optimises tes tâches pour mener à bien ces projets. Je pense que. C'est moi le conseil que j'aurais là-dessus. C'est vrai que moi, je serais plutôt à la philosophie inverse. C'est vrai, je suis assez monomaniaque. Tu vois, je me dis, si tu tiens un truc, faut y aller à 2000%. Je retiens ça, mon terme va au bout de la chose. Et du coup, si t'as un projet court terme, ton projet long terme, tu vas le faire une fois de temps en temps, parce que tu sais que t'as le temps de le faire. Par contre, si t'as une idée précise, parce que tu sais que à telle date, il faut que t'aies fait ça, ou que t'as une idée et que t'as peur que quelqu'un la prenne, ou tu sais que non, au contraire, t'as que ce temps-là pour la réaliser, fonce. Mais toute ton énergie. Après, sinon, tu ramènes toujours à la règle des 80-20. Tu vois, si t'as un projet, 80% de ton temps, tu dois le passer sur ce projet-là, qui est ton focus. Et après, si tu dis, ok, j'aime bien être stimulé par autre chose, j'ai envie d'avoir des projets annexes, etc., faut que tu dises, dans ta gestion du temps, ta gestion de ta semaine, faut pas qu'il passe plus de 20%. Tu vois, même tu vois, Google, ça a été les premiers à poser ça en entreprise.
les collaborateurs, ils nous ont dit, bah, ok, vous avez, t'es responsable de Google Maps, par exemple, t'es chef de projet Google Maps, chef de produit, bah, 80% de ton temps, bah, c'est ce job-là. Et par contre, à 20% de ton temps, tu peux bosser sur des produits, annexes, des idées, tu peux utiliser les ressources de l'entreprise pour développer des idées. Et voilà. Après, je sais pas si c'est du storytelling ou des légendes urbaines, mais a priori, il y a des produits comme Gmail, par exemple, qui sont sortis de ces 20%-là. Où les collaborateurs, ils ont eu des idées, ils ont exécuté, et puis finalement, ils ont sorti un produit, bah, qui est devenu, c'est un peu ce qui se passe avec le podcast Effort Maximum. Bah, c'est un peu ça, oui, c'est que 80% c'est de tourner autour de mon alternance et 20% c'est la réflexion que je fais. C'est important de les avoir ces 20% quand même, parce que du coup, tu mets toute ton énergie et tu l'auras jamais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et tu auras besoin de sortir un peu et d'avoir ta map, vision un peu lointaine, pour savoir où tu vas, te recentrer, plutôt qu'aller tête baissée. Par contre, ton énergie, tu vas concentrer dedans. Ok. Voilà. C'est parti. Nathan, prochaine question. On fait l'opposé, on va partir sur la une. Ok. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ta startup? C'est une difficulté qui est encore actuelle, c'est la gestion financière. D'accord. La gestion financière, dans tout ce que ça implique, et avoir une vision, pas à court terme, directement à moyen terme, à long terme, parce que on a besoin de moyens pour se développer, on a besoin de moyens pour se construire, pour construire des bases solides, et c'est apparemment la première cause des mortalités des startups françaises, c'est la trésorerie. C'est le manque de moyens financiers. La partie commerciale aussi. Bien sûr, mais encore une fois, si on a une bonne idée et qu'on arrive à avoir nos premiers clients, c'est bien. Mais si on a un modèle économique qui est pas bon, on doit avoir des clients, on crache quand même tous les mois. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, et c'est pour ça que je disais de construire ses statuts le plus tard possible, c'est de tester son idée avant. Moi, j'ai eu la chance, du coup, par mon métier d'être kiné, de tester moi-même ma solution en ponctuel auprès des clubs. Donc, j'avais déjà des clients avant de construire mes statuts, et de construire mes statuts une fois que j'avais eu assez de clients pour, entre guillemets, avoir du récurrent. Donc c'est plutôt ça, si t'as de l'argent, ou si t'as le temps de voir l'argent, ou si t'en craches pas trop, le temps c'est l'argent, mais l'argent c'est du temps. Et pour qu'une boîte marche, c'est pour ça qu'on dit qu'une boîte il faut 3 à 5 ans, il faut quand même tenir 3 à 5 ans. Dans les charges d'une boîte, et donc, dans l'effort aussi. Dans l'effort aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu le seul conseil que je donnerais, c'est, pas soyez proche de vos sous, parce qu'un investissement est un investissement nécessaire. Juste, être bien accompagné. Et puis pas avoir cette vision que pour ça. Ok, ça marche. La plus grosse difficulté pour toi, c'était la gestion de la partie. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours aujourd'hui. Ok. Farid. Ouais, chez nous, je pense, c'est prioriser. Quand on développe un produit, on développe un logiciel, c'est une application mobile. Et t'as toujours plein d'idées, t'as plein de clients potentiels, t'as plein de segments de marché que tu peux adresser, t'as plein de personas différents, et c'est hyper difficile de faire les bons choix en termes de priorisation de ce que tu vas développer, ce que tu vas mettre dans ton produit. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des clubs sportifs, clubs et associations sportives, mais on commence aussi à discuter avec des grands organisateurs de courses qui gèrent des communautés de participants. On discute avec des entreprises qui gèrent des communautés sportives dans leur entreprise, réparties sur le territoire entier, en France et à l'étranger. Donc tout ça, en fait, tous ces clients-là, potentiels, eh bien, ils ont un besoin commun qui est la gestion d'une communauté sportive. Donc là, c'est ce qu'on fait, c'est notre proposition de valeur et ça fonctionne très bien. Mais chacun a des spécificités. Donc, ce qui est toujours difficile, c'est de prioriser par rapport à ces spécificités-là. Voilà. Et donc de faire le bon choix et d'arbitrer entre cofondateurs pour savoir exactement ce qu'on fait. Donc c'est ta roadmap produit. Nous, notre roadmap produit, si on la regarde aujourd'hui, je pense qu'il y a tout ce qu'il y a dedans, il faut au moins 2 ans pour le faire. C'est quel moment tu choisis entre ce que tu vas faire le mois prochain et ce que tu décides de faire plutôt l'année prochaine, quoi. Voilà. Tu donnes pas la priorité peut-être soit à une idée qui va être plus rentable ou à une idée qui va être beaucoup plus facile à implémenter, à tester en fait avec déjà en fait les ressources que tu as actuellement. C'est exactement ce qu'on fait. Nous on utilise plein de modèles, mais la matrice la plus simple qu'on utilise, c'est impact effort. Donc typiquement on se dit ok, on va développer telle fonctionnalité ou on va résoudre tel problème, ça dépend comment on l'amène. Quel est l'effort technique associé? Est-ce que ça prend 2 jours? Est-ce que ça prend 2 mois? Et quel va être l'impact business? Est-ce que c'est sûr que si tu développes un truc en 2 jours pour un client qui va te faire un gros chèque,
derrière, et ben forcément c'est assez facile. Ça fait le rêve de tout entrepreneur. Exactement, c'est facile. Mais ouais, c'est ça, c'est prendre des choses qui ont et idéalement le maximum d'impact en priorité, mais souvent ce qui a le maximum d'impact, c'est aussi ce qui demande pas mal d'efforts. Ok. Voilà. Une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, prioriser tes tâches et mettre ton énergie là où tu sais que tu auras le plus d'impact. Ou peut-être aussi le coup de la gagner potentiellement plus d'argent par telle ou telle branche de ton idée. Et après, c'est sûr que nous, c'est une question de développement produit logiciel. Après, c'est aussi une cohérence. Faut essayer d'être assez cohérent dans le produit que tu développes. Faut essayer d'être simple. Faut apporter un maximum de valeur sans en faire trop. Faut pas que ce soit un sapin de Noël avec plein de fonctionnalités qui partent dans tous les sens. Donc, faut essayer d'être assez focus. Voilà. Et puis, résister aussi aux tentations nous, aujourd'hui, on a 10 000 utilisateurs qui utilisent Epic. Donc, on a des demandes d'amélioration très souvent, quoi, toutes les semaines, quasiment tous les jours. Donc c'est toujours résister à il nous a demandé ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, mais attends, mais il y a 30 demandes qui ont été faites. Voilà, c'est toujours pondéré. Combien de personnes l'ont demandé Est-ce que c'est des clients qui l'ont demandé? Est-ce que c'est des utilisateurs gratuits qui l'ont demandé? Voilà, c'est toujours essayer de bien pondérer pour faire les bons choix. Et puis après, c'est corréler tout ça aussi avec ta vision personnelle, tu vois. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire, ok, je veux ça. Mais si toi ta vision c'est pas ça, bah faut aussi en prendre en compte et peut-être que des fois tu vas pas forcément répondre tout de suite aux demandes de tes utilisateurs parce que tu sais exactement là où tu veux aller. Prochaine question. Oui. Un chiffre. On a fait. C'est un tour, hein. C'est un tour, T'as dit 1. Et bah 5. On a dit 5. Non, on n'a pas dit 5. Ok. Donc vous avez budget limité. Illimité. Budget limité. Trop bien. On prend. C'est quoi aujourd'hui l'innovation que vous apporteriez dans le sport, que vous auriez envie de développer aujourd'hui? Ouais. Et ben moi, je pense que l'innovation que j'apporterais, si j'ai le budget vraiment illimité, je travaillerai très fort pour essayer de faire en sorte de rendre les gens plus actifs. Alors, on en parle très souvent que les gens font pas assez de sport, que on est de plus en plus sédentaires. Il y a encore une étude qui est sortie cette semaine sur le sujet. Pourtant, il y a plein de solutions qui existent. Nous-mêmes, Epic, on a une solution de gestion communautaire. Notre but, c'est d'aider les gens à faire du sport et de rejoindre des communautés sportives pour qu'ils puissent faire du sport, être assidus à faire du sport en communauté, parce que ça a un impact positif sur la santé physique et la santé mentale de faire du sport en groupe. Donc ça, c'est notre rôle. Et il y a plein d'autres solutions qui existent, avec de la gamification, etc., pour vraiment inciter les gens à faire du sport, marcher, faire tes 10 000 pas. Si tu fais des 10 000 pas, t'as un reward, tu gagnes de l'argent, etc. Voilà, il y a plein de choses. Mais malgré ça, malgré on est beaucoup d'entrepreneurs à attaquer ce sujet-là, malgré ça, la courbe ça remonte pas en fait. Et on est toujours de plus en plus à être sédentaire, d'avoir des problèmes de santé liés à cette sédentarité et des problèmes de santé mentale aussi liés à tout ça, à la sédentarité, à l'éloignement, à l'isolement, voilà, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc quelque part, on n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas encore trouvé la vraie solution. Bien sûr. Et si j'avais le budget illimité, alors là, j'investirais à 200% pour faire en sorte que cette courbe, je trouve le moyen de la faire baisser. Et justement, là, d'après vous, c'est quoi un peu, pourquoi justement la courbe continue à baisser alors qu'on a une offre qui est au moins qui est plus importante? Est-ce que c'est un truc social? Est-ce que c'est parce que on n'a pas trouvé encore? Et si vous me permettez, je vais juste essayer. Ouais, en fait, moi, mon hypothèse, c'est que on est quand même dans une économie de la flemme, quoi. En gros, tu vois. Là, on est sport tech, mais la flemme tech, tu vois, ça marche aussi. Et la flemme tech, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est super cool. Mais moi aussi, j'adore d'être chez soi. T'as tout à la demande, Netflix, tu vois. Tu regardes tout. T'as tes consoles, t'as tout, quoi. Tu vois, maintenant, tout à distance. En fait, aujourd'hui, t'as beaucoup d'innovations technologiques qui sont contre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a évoqué le fait qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont proposées par des entrepreneurs comme nous pour stimuler la pratique sportive, pour que ça ait un impact positif sur la santé, mais c'est par rapport aux budgets qui sont associés
sur des plateformes qui t'insistent à rester chez toi, Ouais. à scroller, l'économie d'attention, tu vois, tu scrolles les réseaux sociaux, le contenu que ça sur internet, les jeux en ligne, tout ça, ce qui est top, hein, c'est très bien, ça apporte beaucoup de confort, mais voilà, du coup, ça incite les gens à... Ouais, puis aujourd'hui c'est plus rentable pour les entreprises, en vrai. Enfin, l'économie de flemme va plus rapporter que peut-être du sport. C'est l'enjeu actuel. Enfin, c'est vraiment ça. Je partage ça. C'est vraiment, avant, t'avais pas le choix de voir ton copain, tu devais sortir. Tu allais en vélo. Tu allais en vélo, ou le seul moment c'était partager un moment, dehors. Tu sortais chez toi, t'étais dans les bois, t'étais sur un terrain de sport, là, aujourd'hui, oui, tu mets ton casque, tu l'as à travers un écran. Donc c'est, la technologie, va encore plus creuser le fossé, quoi. Et donc, t'as beau créer une passerelle entre les deux pour essayer d'amener les gens qui sont un peu sédentaires vers le sport ou l'activité physique, ça reste compliqué. Et du coup, si j'avais moyen illimité, je rejoins ça, c'est le sport pour tous. D'accord. Et en incluant vraiment toutes les minorités, que ce soit personnes handicapées, que ce soit toutes ces choses-là, mais du coup, plus dans le côté mise à disposition de matériel, d'équipement, de structures sportives et de visibilité. Okay. Plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire permettre à un sport d'être visible, montrer aux gens que ça existe, du coup leur dire que non, il n'y a pas que ce sport-là, il y a aussi celui-là. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont pas faire de sport parce qu'ils ne la trouvent pas. On sait pas. Oui, ça aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles pratiques émergentes en termes de pratiques sportives. Le Pilates, ça n'existait pas il y a quelques années. En tout cas, nous, on entendait moins parler de ça. C'est pas développé. Voilà, c'est pas développé comme ça. Et encore une fois, c'est grâce à la technologie que ça existe aujourd'hui, que ça se répand grâce à tout ce qui est digitalisation. Mais je suis sûr que chaque personne dans le monde a une pratique, une activité physique qui lui correspond. Faut juste trouver la bonne. Faut juste soit qu'il m'envoie, parce que déficience mentale, physique, qui ne permet pas de la pratiquer. Il n'y a pas de structure près de chez lui pour la pratiquer. Ou simplement, il ne sait pas que ça existe. Donc, c'est un peu ces trois-là, c'est construire, rendre accessible le sport pour tous, soit par la construction d'équipements, de structures, du coup, bâtiments, ou de visibilité et de rendre accès à la communication. Complètement. Ok, ça marche. Bon, t'as un peu piqué l'idée de faire le sport pour tous. C'est vraiment ça, le sport pour tous, mais du coup, côté minorité. Ok. Avec les maisons sport santé, je pense que ça me fait penser à ça, là, qui est... Ouais, mais même les nouveaux métiers qui viennent d'être créés, les métiers APA, activité physique adaptée à la santé. D'accord. C'est pas des métiers qui existaient il y a 10 ans. Ouais. C'est une opportunité que j'ai eue, je crois que le cursus venait d'être créé quand je suis sorti du bac. D'accord. Donc, Après, je pense qu'au final, dans ce qu'on dit, c'est que, je pense que ça doit être une volonté politique globale qui doit vraiment c'est aussi qui rentre en compte, parce que là on parle plutôt de le poids financier, orienter le poids financier doit être mis sur les activités qui sont bonnes pour la santé en fait, tout à fait. qui sont favorables pour le développement de l'humain, le bien-être. Ouais, exactement. Mais il faut du coup que ça reste par des acteurs d'enjeux publics pour t'aider à... Ah ouais, clairement. Et je pense que c'est pas que les enjeux publics, je pense aussi les acteurs privés, de manière générale. Je veux dire, tu sois une entreprise, en fait, donner le temps, en fait, à ton collaborateur pour aller faire du sport, en fait, ou toi trouver des situations. Faut être dans un cercle de, c'est ça. Tout à fait. Hein. Prolifique et de même pour, je dirais pour les entreprises, enfin, vous avez les entreprises, si aujourd'hui vos collaborateurs font du sport, ils sont en meilleure santé, ils sont plus productifs, donc clairement, dans l'histoire, en fait, tout le monde est gagnant, en fait. On n'a pas reprouvé ces choses-là, en fait, on a juste totalement. À construire, on a aidé les gens dans ce chemin. Exactement. Qu'est-ce qu'on a? On a fait le 1, 3, 6, 5, 10, ça fait le 3, 3, tu crois? On a fait le 3. 9. 9, ok. C'est quoi votre axe d'amélioration à développer sur le plan professionnel? Alors, en termes sur l'entreprise? Non, à titre, vous en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui se doit améliorer à titre professionnel? Ça va être de déléguer les choses. Ok. Parce que du coup, si on veut prioriser, en termes de temps, en termes de tâches, en termes d'efforts, et pas s'éparpiller, faut apprendre à déléguer. D'accord. Et apprendre à s'entourer. D'accord. Parce que moi, j'estime qu'un projet va loin si tes collaborateurs sont meilleurs que toi. Bien sûr. Parce que moi, j'excelle dans un domaine, et l'objectif, c'est quand même d'avoir que des passionnés et que des gens qui excellent dans leur domaine,
Et ce qui va faire que le tout va prendre. Tu peux pas être bon partout, ou si, tu peux être bon partout, mais tu peux être excellent nulle part. Et j'estime que tu vas pas très loin si c'est comme ça. Oui. Et donc, faut pas avoir peur de déléguer et de partager ses idées, d'écouter, d'être à l'écoute aussi, et partager son chemin en fait. C'est simplement que aujourd'hui, je suis prêt à faire un pivot, je suis prêt à changer totalement le modèle de la boîte tant que le fond reste le même et qu'il est pour cette structuration médicale du monde sportif. Okay. C'est avec cette philosophie, du coup, t'as pris de l'alternance, comme tu me discutais tout à l'heure, du coup, Ouais, ça a toujours été des passionnés, ça a toujours été des gens où je leur laissais justement une demi-journée par semaine pour leur propre projet. Ok, trop bien. C'est super, ça. C'était en télétravail, et ils avaient une demi-journée pour leur projet, que ce soit pour la boîte ou pour les autres. Après, ils pouvaient me présenter leurs idées, et du coup, pourquoi pas amener un podcast un jour, mais voilà. Déléguer, s'entourer, sans avoir peur, soit de se faire piquer l'idée, soit de partir. Comme il disait, c'est pas jamais la première boîte ou deuxième, troisième qui marche. C'est plutôt, pour moi, jamais la première idée. Qui sera le produit qui va marcher à la fin. Et donc, il faut pas avoir peur de prendre ailleurs, de lâcher, t'entourer, partager. Et j'estime que c'est le réseau et c'est en communiquant que tu iras loin et que toi et ton projet, vous allez vous construire au fur et à mesure du temps. Ok. T'as fait quoi? Moi, de mon côté, je pense que c'est réussir à penser à autre chose. Ah oui, je suis d'accord. L'amélioration, elle est vraiment là, quoi. Parce que entreprendre, c'est très passionnant. C'est vraiment hyper passionnant. C'est trop passionnant. Dans tout ce que ça comporte, c'est vraiment la passion. Et la passion, c'est un peu la folie, c'est brûlant. Et ouais, c'est passionnant parce que quand t'entreprends, au final, moi perso, j'aurais presque envie de faire que ça. Vraiment. Mais c'est pas sain du tout. Non. C'est pas sain du tout pour toi, pour ton entourage, pour tout. Et c'est pas en faisant que ça va te rendre meilleur, que tu vas être clairvoyant, donc non. Mais voilà, c'est tellement passionnant. Là-dessus, j'ai progressé. J'ai vraiment progressé. Tu vois, souvent, ce qui m'arrive très souvent avant, de bosser le soir, ou des fois, même si je bossais pas le soir, je vais regarder une conférence sur comment construire son pricing, machin, etc. Donc des choses qui sont quand même qui sont passionnantes, mais qui sont ultra stimulantes. Donc tu l'embarques avec toi quand tu dors, hein, tu dors ultra mal. Et non, c'est pas bon, quoi. Donc ouais, c'est un peu accepter que de toute façon tu peux pas aller aussi vite que tu voudrais, tu peux pas tout faire, tu peux pas prendre toujours les bonnes décisions. Et c'est comme ça, quoi. Faut pas essayer de toujours vouloir rattraper le temps où t'as été moins efficace, que t'as perdu, etc. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut être capable de dire ok, au bout d'un moment, je stoppe. Donc maintenant, ce qui marche très bien depuis quelques mois, je fais ça et je pense que c'est vraiment un truc qui va rester, qui tient bien. C'est maintenant, tu vois, il est 19h10, 20h le soir, en général, mon téléphone il est en mode avion et j'y touche plus, quoi. Ouais, j'y touche plus du tout et franchement, c'est Diète médiatique, c'est écran, diète. Ouais, c'est top parce qu'en fait, même avec mon associé, souvent on se prenait au jeu. Le soir, des fois, on avait une idée, et hop, là tu te mets à chatter pendant 1 heure, et au final, c'est pas que ça sert à rien, c'est quand même utile parce que ça alimente la réflexion et en fait, toutes ces discussions, ces longues discussions que tu peux avoir, les longues réflexions que tu peux avoir, à la fin, c'est le chemin vers quelque chose, vers une solution que tu vas avoir plus tard. Donc c'est quand même important. Mais bon, faut faire la part des choses, quoi. Donc faut être capable de décrocher, quoi. Mon axe d'amélioration, c'est vraiment réussir vraiment à faire du sport. Ouais, mais même du sport, tu vois. Même moi, des fois, quand c'était tellement prenant, tellement passionnant que j'avais même du mal à aller courir, tu vois. Ah oui, à ce moment. Pourtant, je suis un coureur, mais tu vois, je vais courir et j'ai tellement le truc en tête, je me dis, putain, mais non, mais là, on est sur un truc, on est en train de faire un truc, c'est canon, allez, et j'ai envie de ne rien faire d'autre que de taffer. Voilà, c'est vraiment le truc, quoi. T'es habité par ton projet. Ouais, c'est même, c'est pour ça que c'est important de sortir ton roman, parce que quand tu vas quand vue dessus, tu m'as fait pour dire, tiens, on va faire un super week-end entre potes, ça m'enflamme pas plus que ça, tu vois. Alors, le pricing, voilà. Tu vois. Mais parce que je me dis, en fait, quand ton projet t'avances, et à chaque fois que t'avances, tu vois, tu crantes des étapes, et
Et surtout quand tu vois que ça prend, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, tu signes ton premier client, tu signes ton ce côté-là client, tac, t'enchaînes, tu te dis, oh là, mais là, bah, du coup, on va réussir à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Voilà. Voilà. En exagération, c'est aussi peut-être de se pas satisfaire, mais de se féliciter de chaque étape réussie. Dans le sens où on est tellement dedans, on va toujours avoir des évolutions, toujours avoir plus, des utilisateurs qui vont nous demander autre chose, des nouveaux marchés à aller chercher, on n'a jamais fini, une boîte, ça c'est jamais fini, t'es jamais satisfait, jamais content. Et si t'es dans l'éternelle insatisfaction, même toi personnellement, t'évolues pas, quoi. Et donc je pense que sur le long terme, c'est vraiment se dire, ok, j'ai réussi ça, bah, je le fais à minima, j'ai réussi ça. Pour à chaque fois, bah, avoir un escalier, et être content de chaque marche passée, plutôt que de voir le top, qui au final, c'est un escalier infini. Et donc, ce côté-là, et du coup, la priorisation arrive dans la préparation des tâches, et se dire, bah, ok, pour arriver à ce palier-là, et cette mission-là, ben, je mets sur papier, et ça aussi, mettre sur papier, ça a énormément, parce que ça vide l'esprit. Ouais, carrément. Tu peux le mettre de côté, et t'habilles ton cerveau, tu le reprends le lendemain, un peu comme ton téléphone. Sinon, tu cogites, alors, moi, j'ai un calepin qui est à côté de ma table de chevet. De chevet, j'avais pas, hein, mais j'avais un, non. Parce que, pareil, je me vide la tête sur ça. Et après, ça permet de prioriser. Ok, j'ai noté toutes ces choses-là cette semaine. Bon, ça a clairement pas avancé ma boîte. Ça, ok, mais bon, je verrai ça quand j'aurai d'autres personnes avec moi. Ça, faut que j'apprenne, ça, faut que je le délègue, parce que c'est pas important, c'est pas maintenant. Un peu ces choses-là. Priorisation, ouais, vraiment tout mettre sur papier, c'est vrai que c'est un truc. Sa satisfaction de... Peu de gens, je pense, qui c'est une satisfaction de mettre les choses sur papier. Mais ouais. Oui, non, mais ça, bah, tu visualises, en fait, c'est une satisfaction d'éteindre son téléphone à 20 ans. Ouais. Le tenir, quoi, parce que, encore une fois, combien de personnes vont commencer à faire du sport, voilà. avec les résolutions janvier et s'y tiennent pas. C'est, encore une fois, l'objectif, c'est pas de s'y mettre. C'est tenir. L'objectif d'une boîte, c'est pas de la créer, c'est qu'à vivre. Comme dans toute pratique. Les résultats, tu les vois que si tu es régulier longtemps. Ou si tu tiens longtemps. Ok. À toi, numéro. Il en reste plus que deux, de toute manière. 8. Ouais. Quelle est la plus grosse erreur que tu as réalisée au travail? Celui qui envoie le plus du lourd, c'est celui qui risque de gagner le match. C'est celui qui gagne. On a tous un pas mal. Donc... ouais, je sais pas, sans la grosse erreur, mais c'est là, bon, vu qu'on parle de nos projets respectifs sur ma boîte, sur Epic, je pense que une bonne erreur qu'on a fait au départ, c'est de choisir un produit, un modèle et d'attaquer un marché qui correspondait pas forcément aux compétences. On était 3 associés au départ et aux compétences des 3 associés. D'accord? En gros, pour être concret, nous on a choisi au départ de développer une plateforme B2C, donc grand public, avec des enjeux d'acquisition client qui sont très marketing, et avec le développement d'une plateforme qui est uniquement web, et avec des enjeux d'être capable de bien la référencer, d'avoir des bonnes compétences en SEO, tous ces aspects-là. Et là, typiquement, ce que je dis, ça, c'était pas dans les compétences, dans nos compétences. Okay. Moi, j'ai un background de commercial et direction commerciale, donc B2B, donc c'est ce que j'ai toujours fait. Okay. Mon associé technique, lui, c'est un développeur mobile très expérimenté sur ce sujet-là. Donc là, au départ, on partait, voilà, produit grand public avec un canal d'acquisition 100% marketing et plutôt une solution web. Voilà, on a quand même travaillé quelques temps sur cette idée-là, et non, franchement, c'est ultra fort. C'est ultra fort. Ce qui est essentiel, je pense, quand on démarre un projet, c'est de savoir si on est tout seul, bah ok. Si on est plusieurs, c'est de savoir un peu quel est l'ADN de chacun. Et l'ADN de chacun, c'est voilà, sur quoi t'es bon. Voilà, c'est quoi ta compétence? Est-ce que toi, ta compétence, c'est plutôt de la com, c'est plutôt du marketing? Est-ce que t'es un expert de la logistique? Est-ce que, voilà, quelles sont tes compétences? Et en fait, faut aligner les compétences de chacun, dire, bah, ok, avec ces compétences-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît évident, hein, mais ça dépend souvent, c'est qu'en gros, c'est les compétences, c'est un peu les ingrédients que t'as, et tu dis, ok, bah, on a tel ingrédient, bah, voilà, quelle recette on va faire, tu vois? Si tu décides d'une recette, et t'as pas du tout les ingrédients de cette recette, jamais tu vas jamais la faire. C'est comme si tu faire des courses, mais ça va coûter cher. Donc ça n'a aucun sens. Non, ça c'est une grosse erreur qu'on a fait au début, c'est de pas se dire ok, voilà, nos compétences c'est ça, donc du coup on n'a pas le choix. Même si notre idée c'est ça, bah ça on peut pas le faire. Ça c'est sûr qu'on peut pas le faire. Ok. Attends. Mais moi ça a été de commencer peut-être tout seul.
Ok. Ouais. Parce que, encore une fois, je parle de s'entourer, je parle de parler de toutes ces choses-là pour construire ton projet. Moi, aujourd'hui, je suis tout seul, fondateur, investisseur. Et c'est ma priorité aujourd'hui, c'est de m'entourer. Okay. Soit par un investisseur externe qui m'a permis de recruter une équipe, soit un associé qui arrive, aussi qui a de la force de frappe et financière, mais en termes de temps et de productivité aussi. Parce que même si je suis très content de l'évolution, si on veut passer certains steps de façon beaucoup plus exponentielle, moins organique, eh bien on a besoin de force de frappe, et la force de frappe elle est humaine, financière, de temps, enfin de tout. Et ouais, je pense qu'en termes de réflexion aussi de projet, en termes on serait beaucoup plus loin aujourd'hui si on avait été plusieurs au départ. J'aurais eu plus de sécurité aussi sur l'aspect, sur la vie future de la boîte, même si les signaux sont ouverts, mais bien sûr. Après, je vais te donner la première expérience. On était 3. La première fois, un des associés tape dans la caisse. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça que je veux dire, dans l'association, en fait, il faut bien s'entourer. C'est pas sur le fait que j'ai commencé tout seul. J'ai aucun tu te dis, bon bah voilà, c'est la première expérience. Bien sûr. Elle fait mal, quoi. Ouais, non, c'est ça. Donc l'association, ok, c'est hyper intéressant, mais quand tu trouves vraiment ton alter ego. Mais c'est pour ça que je le suis pas aujourd'hui. Ouais. Parce que les rencontres au fur et à mesure du temps n'ont pas fait matcher avec une personne qui me dit ok, il pense pareil, c'est un passionné comme moi, il voit son intérêt pas que personnel, il voit l'intérêt public ou les valeurs portées par l'entreprise. Et tout simplement au début j'avais pas ce réseau là non plus. D'accord. J'avais mon réseau moi forcément de professionnel de santé et puis sportif. J'avais pas cette compétence non plus de chef d'entreprise que j'ai construit au fur et à mesure du temps. Donc c'est des relations qui commencent à se faire aujourd'hui. Ok. Mais qui à 3 ans ça marche. Jamais j'aurais pu ou alors peut-être un ami qui avait aussi un projet de monter une boîte. Enfin voilà, mais il y a de chance aussi d'avoir la chance, voilà, tu vois avec la même personne et ça match et ça prend du temps, hein, c'est un mariage. Hein, c'est clair. Donc c'est pour ça que je regrette pas du tout aujourd'hui d'être seul. Bien sûr. Mais je sais que pour passer les prochaines étapes, c'est mieux d'être. Ça peut être parce que j'ai déjà la vision d'où je veux aller et c'est une pieuvre avec plusieurs branches et je pourrais pas. Et tout seul, quoi. Voilà, j'ai besoin aussi de personnes avec moi. Donc, c'est un peu c'est une erreur, mais oui. Du coup, l'erreur, c'est peut-être de pas de rester peut-être trop dans son coin au début quand même, de pas être allé en parler, de pas être allé. Ok. Ouais, t'as pas forcément trouvé quelqu'un qui t'a. Ouais, c'est ça. Juste que c'est l'idée, ils en parlent aux autres personnes qui savent qui potentiellement pourraient être intéressées, et ainsi de suite. C'est un mécanisme que tu changes. Donc, moi, j'ai peut-être un peu trop de tête baissée au départ. Yes. Dans un produit pareil, je pense que j'ai construit le premier produit aujourd'hui. J'ai 4-5 verticales, il y en a peut-être qu'une ou deux, j'aurais déjà pu les dire avec peut-être les autres personnes, me dire non, c'est là, en fait, on va pas y aller, je les ai mis les 4, mais en fait, il n'y en a qu'une ou deux aujourd'hui qui sont vraiment nécessaires. Ok. Donc c'est pour ça le produit il évolue. Ça marche. Dernière question. Ouais, c'est vrai. C'est la combien? C'est la 7e. C'est la 7e. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans toute votre vie? C'est toi, hein, comment ça? Ah, mais du coup, je te donne pas. C'est la dernière. Alors, je peux en avoir plusieurs, mais il y en a un que j'aime bien. Peut-être pas celui le meilleur de toute ma vie, mais je pense à celui-là, je me le dis souvent. C'est, de toute façon, ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je me répète assez souvent, et c'est vrai qu'en fait, tout le monde s'en fout. Donc, au final, il faut dérouler ton plan à toi, ton projet, ce que tu fais, t'es quasiment le seul à y croire, parce que de toute façon, t'es quasiment le seul à avoir toutes les billes en tête de là où tu veux aller. Et voilà, il faut faire. Je pense qu'il faut faire, il faut exécuter, faut délivrer, parce que faut pas se dire tiens non, je peux pas faire ça, on va attendre, machin, etc. Faut faire, parce que voilà, encore une fois, tout le monde s'en fout. De toute façon, les gens s'en foutent. Donc faut se mettre en action clairement. Ouais, faut se mettre en action. Ça permet vraiment de poser des questions. Ouais. Tout vis-à-vis, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc j'aime bien celui-là, je me dis souvent, de toute façon, S'en fout. tout le monde s'en fout. Donc ça rejoint un peu, hein. C'est que, non, moi, c'est que je lis beaucoup de livres de développement personnel. J'aime beaucoup, et du coup, ça rejoint un peu le fait que quand il décroche du téléphone, il fait une conférence ou, moi, c'est dans les livres, je me plonge dans les livres. Et c'est que tout est temporaire. D'accord. Nous,
ce qu'on fait, Mhm. notre idée, notre projet. Donc, en fait, c'est exactement ça, c'est vas-y, fais-le à fond, parce que vis ta vie et sois fier de toi à la fin du chemin, et pas avoir des remords. Voilà. Pas avoir des regrets, plutôt des remords si à la limite t'as fait des choses en mode, au moins tu les auras faites. Voyage, tes expériences professionnelles, privées, ainsi de suite, mais tout est temporaire. Donc en fait, même si ça te plante, c'est pas grave, parce qu'il y aura quelque chose qui arrive derrière. Et donc c'est pour ça, plutôt dans cette vision-là que j'ai monté ma boîte, c'est essayer d'avoir un impact futur, dans le sens où même si le jour où je partirai à moi, où je serai décédé, ou que la boîte n'existe pas, j'aurais aider un mouvement à se développer. Et en fait, tu viens toi être une énergie dans le mouvement, si tu peux lui donner de l'importance, et que lui perdure et prenne de l'ampleur derrière, là, j'aurais réussi ma mission, quoi. La valeur, elle est là. C'est la boîte, elle s'inscrit dans la durée, et la durée, c'est quand je serai plus là, quand la boîte peut-être elle continuera à exister, peut-être, mais tout est temporaire. Donc un échec c'est temporaire, une réussite est temporaire aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux bases. Un problème financier c'est temporaire, une peine c'est temporaire, que ce soit de cœur, sentimental, que ce soit de vie, parce qu'il y a des relations amicales aussi qui peuvent partir, qui peuvent se battre. Ton chemin, fais ton chemin à toi, parce que encore une fois, c'est que des marches, que des étapes, et que celle qui est derrière, on va aller derrière en fait. Que ce soit une réussite ou une erreur ou un échec, c'est fait, c'est derrière. Donc attaque-toi au prochain, fais-le du mieux que tu peux, et tu seras fier du chemin quand tu regarderas derrière, de ce que tu as fait, de ce que tu as amené dans ton élan en fait. Est-ce que ton élan tu l'emmènes dans quelque chose de positif, est-ce que ça va rester derrière? Bon, en fait, tout le monde s'en fout parce que tu sais pas. Mais par contre, si tu y vas dans cette optique-là, t'as réussi quoi. C'est clairement ça. Tu t'es épanoui, c'est tout ce qui compte. C'est sûr que tu vois, même les gens qui nous entourent ou autres, qui aient eu des échecs, des succès, tu vois, au fond, même nous, personnellement, on oublie, quoi, tu vois, on s'en fout, quoi, tu vois, je veux dire, il y a peut-être des gens dans notre entourage qui ont eu des échecs, pour eux, ils en souffrent, mais franchement, sans doute, on le sait même pas, quoi, tu vois, ou on a même oublié, quoi, tu vois. Il y a le temps qui fait ces aussi échecs, le plus important, c'est demain. C'est ce que tu fais pour demain. Et puis, pour demain, et puis, aujourd'hui aussi, c'est ce qui est important, c'est ce que tu fais là, à l'instant présent, en fait. C'est quelque chose qui t'anime. Voilà, c'est ça. Tu sois épanoui dans ce que tu fais. Forcément, avec l'objectif d'améliorer le monde de demain, quoi. Mais déjà, si tu peux améliorer ton toi de demain, t'as réussi ta vie, quoi. Et puis c'est un peu le principe de toute façon de tout ce qui est sport tech et tout, c'est en soi, c'est beaucoup pour l'autre, au final, c'est aider à rendre le sport plus accessible, plus performant ou même plus ludique. Quand on dit pour les personnes à mobilité réduite, c'est agir pour les autres aussi, et leur permettre, parce que le sport, il n'y a pas besoin de faire 36 000 études pour comprendre que c'est bénéfique. En fait, c'est aider les gens à faire. C'est même pas que la sport tech, c'est tout patron, tout chef d'entreprise. Est-ce que toutes les entreprises, tout employé, tu le fais parce que tu résous un besoin ou un problème. Donc, tu le fais pour l'autre. Ton métier, tu le fais pour toi, tu le fais pour la vie que tu veux construire autour de toi. Parce que ça t'anime, en fait. Ça t'anime, quand tu sens qu'il y a 100 compétences, le sport, c'est vrai, mais dans le sens où je me dis, il y a peut-être des entreprises, on pourrait citer des entreprises où c'est peut-être pas forcément hyper bénéfique pour le monde, ou les gens qui vont être entourés et tout. Il y aura un besoin. Après, est-ce que, encore une fois, ce besoin, il va avoir un impact positif ou négatif sur la planète, sur demain, sur les gens. Quelqu'un qui a créé les réseaux sociaux, c'est débattable. Il a créé la communication longue distance, il a créé la formation en direct, par contre, il a aussi créé la sédentarité, il a aussi créé l'addiction. Il va toujours avoir le point de départ, c'est quand même une bonne idée, je pense. Après, oui, t'en as qui prennent des chemins avec des décideurs plus que d'autres, qui voient peut-être des aspects différents sur la finalité. Mais chaque personne qui est à l'origine d'un projet, tu vas jamais monter un projet si t'estimes qu'il va pas soit t'aider toi, soit aider d'autres personnes. Je pense que toute origine d'un projet est une bonne idée, à vision commune, en tout cas, positive. Non, mais alors ça, est-ce que vous pensez que c'est un truc évolutif dans le sens où au départ c'est une bonne idée, on veut faire bien, et au fur et à mesure que l'entreprise grossit, qu'il y a peut-être d'autres enjeux qui vont rentrer en compte, est-ce que c'est justement là, à partir de là où on a un peu une descente et en fait ça va être moins bénéfique pour les autres, il va peut-être avoir des apports plus néfastes, et du coup c'est avec en fait le succès de l'entreprise. Est-ce que je sais pas si
où voilà, on espère dans des années ou dans un court terme, les boîtes elles explosent. Il y a des autres enjeux qui vont rentrer en compte. Est-ce que vous savez, enfin vous pouvez vous dire là aujourd'hui, je sais que j'aurai toujours les mêmes valeurs entre guillemets, mais aussi le but restera le même et je vais pas me laisser influencer par des puissances, des forces externes en fait. Pour moi, j'estime que une solution, quand tu crées une solution, quand tu réponds à un besoin, tu crées aussi un problème. Ok. Donc en fait, c'est toujours une question d'équilibre pour moi. Toujours être en phase avec ta valeur de base, propre à toi, sur ce que tu vas amener à faire derrière. Parce que grandir, ça va permettre d'avoir plus d'impact dans ce que tu veux aller, et ça va, comme tu dis, créer aussi d'autres défauts, d'autres enjeux, parce que tu vas répondre à des acteurs qui sont différents, de plus grande échelle. À chaque échelle personnelle, professionnelle, créer une bonne chose. Puis t'attires plus de regard. Amène aussi de mauvaises choses. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Si tu crées une bonne chose, tu crées une mauvaise chose aussi en même temps. Après, ça dépend, faut retrouver. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais je pense que jusqu'à un certain degré de boîte, ouais. T'es quand même dans ton 80-20 positif, quoi. Plus tu vas dans des grosses boîtes, plus t'arrives sur du 50-50. T'as une chance sur deux de... Bon, ça va être difficile de départager. Heureusement qu'il y a encore un peu de temps, parce que là, pour le moment, je vais pas départager tout de suite. On va attendre des belles réponses, des petits vols quand même de réponses. Mais ça restait quand même. Je préfère qu'on se rejoigne plutôt que. En fait, c'est comme ça que j'ai aussi créé ma boîte. Trieste, pour moi, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des partenaires. Et au lieu d'aller marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, prends la force de la personne qui est à côté de toi, et construis quelque chose d'encore plus fort à deux sur cette mission-là, quoi. Parce que c'est vrai que c'est complètement, en fait, on l'a pas vraiment expliqué purement, mais c'est complètement le principe de Trieste, c'est de s'associer à des personnes pour pouvoir ensuite répondre à un besoin. Ouais, exactement. Donc, le principe de Trieste, c'est dans cette structuration médicale, on a du vertical côté événementiel, comme j'ai pu vous en parler, qui est des éléments sur lesquels en fait on met des standards de santé à disposition, on envoie le matériel, les consommables et les professionnels de santé, dont les personnes ont besoin, donc les sportifs. Mais on a également côté club, où on répond à des manques, et on vient structurer les clubs quand ils vont jouer à l'extérieur, que le staff médical se déplace pas. On s'appuie sur une communauté qu'on a créée, et on envoie les professionnels de santé qui sont dans la ville où le club va jouer, pour accompagner médicalement le club sur le match, ou la compétition, il y a le besoin. Donc, encore une fois, tu réponds à un besoin de vie de famille. Aujourd'hui, tu as plus envie de partir à l'autre bout de la France, accompagner une équipe. Tu réponds à un besoin économique, financier, qui coûte au club d'emmener des personnes de plus en plus. Tu réponds aussi à une importance écologique, de transport, de ces choses-là, si tu envoies quelqu'un qui est à côté. Donc, ouais, c'est ça, tu t'appuies sur la force du collectif, ne pourras que tirer du positif. Et donc, c'est vrai, peut-être que il y a des réponses où en fait on se rejoint parce que même si on a deux boîtes totalement opposées, il y a forcément des points d'accroche et des points où tu peux t'aider et t'entraider et faire que sur l'axe que tu partages, accélérer et faire que tu peux aider l'autre. On passe à la causerie. On passe, oui, à la causerie. On a déjà pas mal discuté et on va passer à un peu la mi-temps, une rubrique un peu plus rapide où en fait on en a déjà pas mal parlé par rapport à la gestion du temps. En fait, donc faut savoir que au sein de Créatine, du coup, il y a un blog où on écrit beaucoup d'articles sur l'entrepreneuriat généralement, et on en a notamment un qui s'appelle Comment optimiser votre gestion du temps. Et je vais justement vous lire une petite ligne de cet article qui dit donc l'entreprise Acuity Training a réalisé un sondage auprès de 500 personnes d'entreprises, donc variées, et ce sondage a révélé quelques données intéressantes. Par exemple, moins d'une personne sur 5 possède un système de gestion du temps en fait. C'est-à-dire que les gens laissent vraiment de côté justement cet aspect de gestion du temps. Et il y a des aspects assez intéressants, je trouve, de ton côté Nathan, le fait que tu as plein d'activités justement différentes. Et Farid, moi la question que je me posais, c'est le fait d'avoir un cofondateur. Est-ce que ça a un impact aussi sur ta gestion du temps par rapport à Nathan qui, comme tu as dit, tu regrettais peut-être de pas avoir pu t'en trouver dès le début. Comment ça se passe l'un après l'autre, la gestion du temps, comment vous gérez justement votre temps, vie pro, vie perso aussi, c'est un enjeu assez important pour les entrepreneurs. Tu peux préciser en fait quand tu dis un outil de gestion du temps, c'est quoi? C'est un time tracker que tu as je pense on va dire que c'est tout ce qui va être par exemple la loi de Pareto 80-20, donc avoir ce mindset de 80-20, mais aussi des outils de gestion du temps. Il y a plein d'applications justement time tracker
où tu peux mettre tes tâches. Je pense à Asana, qui est le logiciel qu'on utilisait. Matin, enfin, je veux dire. Qui font ça, ouais. Ok. Alors sur la gestion du temps, moi j'utilise pas de time tracker ou ce type de, j'utilise pas de liste de tâches. La chose que je fais, et que je fais depuis très longtemps, voire peut-être toujours, c'est que moi le soir, je liste exactement précisément toutes les tâches que je vais faire le lendemain. Ok. Donc quand je finis ma journée, mais je le fais dans un bloc-notes très simple. J'ai un bloc-notes très simple, et je liste, et je fais tac, ouais, à l'écrit, et je mets ces tâches, et après ces tâches, je les catégorise, mais encore une fois, c'est juste du texte. Mes rôles au sein de Epic, c'est que les priorités, c'est le produit, donc le temps que je vais passer sur le développement produit, le marketing, donc marketing et commerce, hein, donc toute la partie business, et puis après les tâches administratives. Donc je liste et je fais, ok, product, il y a telle tâche, marketing, il y a telle tâche, admin, il y a telle tâche. Voilà, je regarde la liste de tâches, je dis, ok, ça rentre dans une journée, ok, est-ce que c'est des tâches prioritaires? Est-ce que 80% de ces tâches, ils contribuent au développement de l'entreprise et c'est mon focus? Voilà, il y a 20% de tâches qui sont des tâches un peu annexes, mais que je dois faire, administratives ou autres. On recrute un alternant, bah ok, il y a des tâches qu'il y a à faire, il y a le co à contacter, etc. Bah ouais, ça fait partie des 20%. Ok, bah c'est temps. Voilà. Donc moi je fais comme ça, puis après je dépile ces tâches le lendemain. Voilà. Ok, très bien. Et toi, est-ce que, pareil, quand tu nous l'as dit la dernière fois, enfin tout à l'heure, J'ai mon bloc-notes, c'est ça. Il y a le petit bloc-notes sur la tête de J'ai un bloc-notes et pareil, je vois long terme, moyen terme, court terme. Ok. Et c'est encore une fois la même chose, hein, tu regardes pas tout le temps, tu regardes chaque marche par marche. Et pour atteindre cette marche-là, en fait, c'est ça qui est important, c'est tu vas apprendre à prioriser si tu apprends à lister. Et c'est ça qui va te permettre de savoir ce qui est important ou pas pour avancer. Parce que sinon tu te laisses submerger par tout ce que tu as à faire et t'as pas le temps de te mettre en une journée. Donc c'est plutôt ok, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci, qui est vraiment important, limite qui va permettre à la boîte de vivre ou de survivre ou sinon elle meurt. Dans ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc c'est-à-dire quelque chose qui va être hyper régulier, tous les jours. Dans cette semaine, qu'est-ce qui est la tâche importante de cette semaine, quelle est la tâche importante de ce jour. Et du coup, en fait, dans une journée, je vais toujours avoir mes activités qui vont me permettre d'être régulière dans cet objectif de long terme. Parce qu'il faut, c'est quelque chose qui tu dois tenir de longue traîne. La longue traîne, j'y crois beaucoup. Mais tu vas te laisser tes plages horaires de, pas d'incertitude, mais tes plages horaires de, ok, là, je fais ma tâche prioritaire de la semaine. Là, je fais ma tâche prioritaire du mois. Et du coup, c'est des blocs de créneaux horaires. Tu sais qu'il faut 2 heures par jour. En fait, entre guillemets, moi, j'ai pas de problème à le mettre sur le matin, sur l'après-midi, sur le soir. Tant qu'il en fait, je peux agencer mes journées comme je veux. Aussi parce que j'ai plusieurs activités. Ouais, et du coup, je sais pas, tel jour, je fais ça. Et ma journée, par contre, elle n'est pas définie. Et elle se prévoit un peu la veille ou la semaine d'avant, en fonction des rendez-vous qui ont été planifiés. Et donc, c'est plutôt être en termes de créneaux que je cale, ainsi de suite. Et du coup, il y a des créneaux qui vont être hyper récurrents, des créneaux qui vont être hyper ponctuels, des coups qui vont arriver tous les mois. Quand je pars en sélection nationale, c'est 10 jours tous les 2 mois. Avec l'arrangement, des fois, c'est 1 mois complet. Donc, encore une fois, tu t'organises par rapport à tout ça. Mais par contre, c'est vrai que la gestion du temps, c'est primordial, quoi. Ouais. Parce que sinon, tu te fais happer par des choses imprévues, des choses qui vont t'énergivore ou même qui vont prendre du temps. Alors si tu priorises, si tu définis bien tes objectifs, ben, tu vas être productif et tu vas te faire retraite beaucoup plus rapidement que si tu traînes. Et du temps, faut savoir que tout le temps libre, il y a du temps qui sera bouffé par quelque chose. Que ce soit parce que tu es sur TikTok, tu scrolles pendant 2 heures, alors que ça se trouve, tu aurais pu faire 30 minutes de footing, tu aurais pu te faire arranger pour ta semaine. En fait, on se rend pas compte de... tu peux optimiser beaucoup de choses avec on peut optimiser, quand on réfléchit à sa gestion de temps, et ben en fait, si tu penses à ta journée, t'as peut-être 5 ou 6 heures. Et tu fais rien de... En fait, c'est du temps que t'as passé à pas rien faire. Il n'y a pas des choses qui vont t'aider dans ce que tu vas mettre en place toi personnellement ou professionnellement. Ouais, c'est la différenciation à faire entre le plaisir instantané, qui va peut-être être scroller sur TikTok ou dire bah c'est bien, je suis tranquille, et au final le plaisir plus sur le long terme, et je dis faut que j'aille faire mon footing, mais bah sur le long terme, courir c'est bénéfique et Voilà, c'est ça. Mais après, encore une fois, si tu te dis, toi tu sais que, je sais pas, moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Donc du coup, je sais très bien que je culpabilise pas si entre 23h et minuit,
Quand mon cerveau, de toute façon, il est trop plein de la journée et il n'arrive plus, je me mets sur les réseaux sociaux et je déconnecte un peu. Je culpabilise pas de ça. Par contre, je sais toujours que, avant de dormir, je prends mon livre, je déconnecte de l'écran. Donc tu vois, en fait, c'est avoir des choses régulières dans tes journées qui vont te permettre, encore une fois, d'avoir ton rythme et de se caler dans ce rythme-là, tes créneaux. C'est pas tes créneaux qui vont dicter ta vie. C'est toi, tu sais qu'il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, donc tu les mets en place, et après t'agences autour de ça. Je vais pas me coucher direct après à ranger mon téléphone. Non. Pour bien dormir, pour avoir un sommeil réparateur, et encore une fois, là, c'est des choses que je dis, mais que j'arrive pas tout le temps à mettre en place aussi. Parce que, bien sûr, au moment, c'est montagne russe, hein, donc, que ce soit émotionnel ou que ce soit, des fois tu déconnectes et tu vomis, mais t'arrives plus à lâcher, voilà, ces choses-là. Et au plus tu seras régulier dans des choses précises, au plus tu vas te rattacher, du coup, dans tes journées à des choses qui ne vont pas changer. Il y a une habitude qui va se créer, une habitude qui va se créer, et ce sera mieux les choses auxquelles tu vas penser, qui sont bénéfiques pour toi, mais qui vont te permettre. C'est l'automatisme. C'est exactement ça. Complètement. Mais, justement, dans la façon dont, pour un tout dernier truc, dans l'article, c'est ce qu'on dit, je pense que c'est important, c'est aussi de trouver un outil de gestion du temps ou une pensée qui nous va, en fait. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner, et il y en a qui, justement, avec ça va être hyper bénéfique, d'autres qui vont plus marcher, justement, avec des petits outils de tracker sur Internet. Donc, pour conclure, je pense que c'est aussi trouver le truc qui nous va et qui va être le plus optimal pour nous. C'est ça. Donc voilà pour la petite causerie, ce qu'on appelait la mi-temps aussi. Et on peut passer à la deuxième mi-temps qui sera un peu plus courte. En fait, l'idée, on a appelé ça la question des auditeurs. C'est-à-dire que j'ai demandé à des personnes, 3 personnes dans mon entourage, qui, passionnés d'entrepreneuriat, intéressés ou pas du tout même, à me poser une question en attendant que vous étiez donc des invités. Et donc j'ai repris 3 questions. La première d'Alexandre, en fait, qui était un des premiers invités du podcast. Qui travaille donc à Setsmash, qui est une start-up qui aide à l'accessibilité au tennis, notamment sur la région nantaise, mais au Pays de la Loire plus généralement. Et il m'a posé une question. Il m'a simplement demandé, pour vous, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Parce que c'est aussi un truc qui résonne pas mal. J'ai écouté un podcast récemment qui disait il faut arrêter de dire que tout le monde peut être entrepreneur. Il y a des personnes qui sont plus dédiées à ça, qui ont plus le mindset, les prérequis, et d'autres qui font pas ça. Donc pour vous, c'est quoi votre avis sur ça? Pour moi, oui. Tout le monde l'aide à son propre niveau, à sa propre échelle. C'est bête à dire, hein, mais tu fais ton jardin, tu fais ton potager, t'es entrepreneur. C'est toi qui vas décider où est-ce que tu mets tes fruits, tes légumes. C'est toi qui vas prendre le temps pour le cultiver. C'est toi qui vas... Chaque projet, chaque chose que tu fais dans ta vie, c'est toi qui vas décider. Donc tu vas créer tout l'écosystème autour pour que ça avance ses fruits. Et en fait, ça dépend à quelle échelle tu veux l'amener. Moi, je veux que ça impacte des gens. Donc forcément, j'ai créé quelque chose avec une vision beaucoup plus lointaine de ça. Mais chaque personne est entrepreneur à son propre niveau. Si tu restes dans le mot entrepreneur, c'est de faire parce que tu as décidé de le faire et que ça dépend quelle définition tu mets derrière le mot entrepreneur. Après, évidemment, tout le monde fait des choses, c'est sûr. Mais après, il y en a qui ont quand même besoin d'une structure déjà constituée, pour faire, pour s'épanouir, quoi. C'est le fameux truc de, je sais pas si c'est avéré, hein. Il y en a qui sont plutôt leaders, il y en a qui sont plutôt suiveurs. Je sais pas si on disait, ça va pas correspondre de faire, qu'on besoin de ce rythme de vie bien établi, qui auront absolument pas entreprendre parce qu'ils n'ont pas effectivement, c'est pour ça que tout le monde peut devenir entrepreneur, oui, à partir du moment où tu as envie t'as la volonté en fait de lancer ton idée, de t'entreprendre et d'affronter en fait le quotidien d'un chef d'entreprise qui est jamais linéaire et dans lequel ton salaire tu sais jamais si tu vas l'avoir. Enfin, voilà, si on va sur le côté professionnel, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Exactement. C'est ça, parce que tout le monde n'a pas cette capacité à gérer son stress, gérer ses émotions. C'est envie, ses facultés. Exactement. Ouais, c'est envie en fait. Je pense que c'est toujours envie en fait. Oui, c'est une question d'envie totalement. On a peut-être tous déjà pensé à ça serait bien, ou ça serait pas mal. Encore une fois, la notion d'entrepreneur pour moi c'est le faire. C'est à partir de quel moment tu passes sur le faire, ou si tu as juste l'idée, à quel moment tu la partages et tu t'entoures pour qu'elle prenne vie. Il y a beaucoup de choses qui, si on ne fait jamais, elles sont dans notre tête, on y pense. Donc le côté entrepreneuriat. Après, c'est souvent les choix qu'on fait, c'est aussi associé au style de vie qui va avec.
Donc après, quand tu décides d'être entrepreneur, c'est parce que t'as une certaine idée du style de vie que tu veux avoir, effectivement, qu'il soit pas linéaire, qu'il soit challengeant, où t'as un certain nombre de valeurs, d'idéaux, tu as envie de les mettre en œuvre, t'as des convictions fortes, des envies de les mettre en œuvre, et c'est le style de vie qui va avec. Mais t'en as qui pas du tout, et c'est très bien, Il en faut. tu vois, ils vont être dans un cadre tout à fait classique, où la notion de sécurité elle est importante pour eux, et ça va Mais parce que leur dit, la priorité, ça va être la vie de famille, ça va être les autres aspects de la vie, en fait. Et pas ce côté, ils vont tous portés par une envie, et certains, ouais, c'est ce côté entrepreneur qui va sortir. Donc tout le monde peut l'être, mais sûrement tout le monde n'a pas envie de l'être. C'est exactement ça. Ok, très bien. Bah, ça me plaît très bien. Parce que je n'étais pas trop d'accord avec ce fait de, justement, de dire tout le monde ne peut pas l'être, il y a des prérequis. J'y croyais pas trop. Au moins, on peut confirmer ce que je pense. Le prérequis unique, c'est avoir envie, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais il n'y a pas des prérequis purement basés sur la personne, on va dire, voilà, de compétences. Tout le monde peut apprendre à entreprendre, après derrière, il faut avoir l'envie de se donner le moyen. La résilience et... Complètement. Alors, la deuxième question, elle vient d'un ami qui s'appelle Samuel, qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat, rien du tout. Et justement, pour l'aider à découvrir un peu, il m'a demandé si vous deviez donner une start-up, pas forcément Sportech ou Sportech éventuellement, dans votre entourage que vous aimez bien et que vous aimeriez mettre en avant. Est-ce que vous auriez un exemple de start-up que vous connaîtriez? Ouais, j'y vais. J'en avais plusieurs. Alors moi, celle qui m'a inspiré, c'était Blablacar. Carrément. Moi, c'est celle qui m'a inspiré dans le sens où ça répond à un vrai besoin et ça correspond un peu à ce que je fais, parce que c'est une plateforme de mise en relation, de mise à disposition de biens matériels ou de personnes. Et par contre, celle où je me retrouve dans les valeurs, c'est Sportac, SPK Group, maintenant, qui est sur la région nantaise aussi. Qui développe beaucoup en ce moment. Avec Germain, qui partage pas mal de valeurs humaines et qui, même professionnelles, où aujourd'hui, je reconnais un peu cette pieuvre avec cet aspect holding immobilier avec plusieurs branches qui vient impacter plusieurs points essentiels, adaptés au temps aujourd'hui. Et donc, je sais pas si je m'en inspire, mais je sais que le parcours qu'il a pu prendre, et du coup, c'est peut-être, est-ce que c'est la boîte qui me parle, ou est-ce que c'est le fondateur, et je me retrouve dans cette personnalité-là? Je pense qu'il y a un peu les deux, parce que la boîte découle du fondateur aussi, de la vision que tu as amenée dedans, de la structuration qui est amenée. Et ben, quand je vois Trias à long terme, je vois un peu le même mode de fonctionnement, en fait, avec plusieurs branches sous Trias dans le sport et dans d'autres branches à venir, qui sont déjà en fait dans ma tête, mais qui vont intervenir à venir voir le jour au fur et à mesure. Donc si j'en ai une que je peux mettre en avant, c'est celle-là. Parce que, pareil, encore une fois, on se rend pas compte de tous les enjeux qu'il y a derrière, de toutes les personnes qui travaillent pour ces projets-là, les missions qu'ils veulent porter derrière, et les partenaires avec lesquels ils travaillent, on se rend pas compte, mais c'est assez énorme. Et encore une fois, j'ai bien aimé aussi le côté où derrière, ils ont tout refait leur structuration un peu de visuel de l'entreprise et de cette thématique-là, parce que avant c'était vraiment tout pour les autres. Ils se concentraient pas sur l'image de marque, de sa propre marque, ils se concentraient sur le service qu'ils délivraient. Et ça me porte pas mal, ça, dans le sens où c'est bien beau d'être beau, mais si derrière tu t'as rien qui fonctionne, il y a pas du tout de valeur ajoutée, quoi. Tout le monde peut faire une page vitrine. Si derrière ton service est mis en carton, t'arriveras nulle part. Par contre, à l'inverse, si t'apportes une vraie valeur ajoutée, que t'aies créé une entreprise ou pas, que ce soit juste la personne qui apporte une valeur importante, en fait, tu seras reconnu et tu vas se reconnaître et ça va prendre de l'ampleur. Donc, je me reconnais pas mal dans et l'entreprise et la personne qui peut être le fondateur dans cette entreprise-là. Et donc, j'ai la chance, c'est dans l'écosystème nantais, et je suis nantais. Mais en ayant été à l'étranger, je me rends compte qu'en fait, c'est des besoins qui peuvent être reconnus en fait de façon internationale. J'en ai pas particulièrement qui m'inspire ou autre, j'en écoute pas mal, mais après dans la Sportech, il y a Sorar que tu vas connaître qui est assez impressionnant, qui est vachement développé. Ouais, qui est assez impressionnant dans la vitesse d'exécution qu'ils ont eu. C'est assez bluffant. Donc voilà, ils ont créé leur fantasy game et ils ont complètement tout arraché
assez rapidement avec des partenariats avec les plus grands championnats dans le monde du foot, les plus grandes ligues, la NBA. Et je trouve que c'est inspirant dans la vitesse d'exécution. La capacité à faire un truc très gros, très rapidement. Et après, c'est quoi, ça a été quoi la recette d'après toi? Pour moi, il y a une recette qui est vraiment quasiment 100%. Allez, très souvent, pas 100%, mais très souvent, la recette, c'est que souvent, les mecs qui font un truc gros, ils viennent rarement nulle part, en fait. Ils viennent rarement nulle part. Donc la recette, c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que, soit ils se sont pris une ou deux gamelles avant, et là, ok, du coup, ils arrivent avec beaucoup plus de certitude sur un nouveau projet, ou encore mieux, ils ont créé quelque chose qui a super bien marché, et là, ils ont créé un deuxième, donc ils sont portés par déjà le succès qu'ils ont eu précédemment. Ils sont connus comme étant des entrepreneurs à succès, donc ils n'ont pas du tout de difficulté pour trouver des partenaires autour d'eux, pour recruter des gens, pour trouver des associés, pour valider leur hypothèse, pour trouver des investisseurs, et donc après ils peuvent exécuter. Il a pu quasi exécuter avec argent limité. Je connais pas l'équation économique bien sûr, mais quasi quoi. C'est parti franchement très très fort quoi. Voilà. Je pense que c'est ça, et je pense que en fait ils ont réussi à concrétiser la vision qu'ils avaient eue. Parce que je pense que toute personne qui crée une boîte, une marque, voit gros. On voit loin et énorme. Non, tu vas pas construire quelque chose en disant je vais m'arrêter là. T'es passionné, et tu vas toujours vouloir faire mieux. Ils ont cette capacité à être exponentielle en termes de croissance, que ce soit en termes de produits, en termes de culture autour de l'entreprise, en termes de personnes qu'ils ont touchées. Donc je pense que c'est ça c'est leur capacité à avoir créé pour arriver à la grosseur qu'ils avaient estimée. Ouais, c'est sûr. Je pense que la vision, c'est une bonne remarque. La vision qu'ils ont eue, je pense qu'ils ont pu l'exécuter très rapidement. C'est ça qui est frustrant quand tu construis une boîte. C'est qu'en fait, t'as une vision qui est assez énorme et il faut réussir à la vendre par cette vision pour pouvoir l'exécuter. Et c'est un exercice qui est très difficile, quoi. Voilà. Ce qui prend plus de temps. C'est pour ça qu'on se demande souvent où est-ce que tu vois ta boîte dans 5 à 10 ans. Parce qu'en fait, on le sait déjà, quasi. Mais c'est un objectif qu'on se donne. On va l'atteindre ou pas, on ne sait pas. Mais si tu vois pas ça, tu auras déjà du mal à planifier demain, en fait. Ouais. Tu vois, chez nous, tu vois, la vision, elle est assez claire. On est une plateforme pour les communautés sportives. Aujourd'hui, on travaille uniquement avec des clubs sportifs en France. Mais nous, notre vision à long terme, c'est que n'importe quel sportif qui appartient à une communauté, il utilise Epic. Et à partir du moment où tu es dans un groupe d'amis, tu fais du sport ensemble, tu utilises Epic. À partir du moment où tu es dans un club, une association sportive, à partir du moment où tu es un participant à un grand événement sportif, tu fais partie de cette communauté-là. À partir du moment où tu fais du sport en entreprise, tu es dans ta communauté sportive en entreprise. Voilà. Donc si tu veux, dès lors que tu es un sportif en communauté, n'importe où dans le monde, tu dois utiliser notre plateforme et elle va t'apporter de la valeur. Donc ça, c'est vraiment là où on veut aller. Mais pour exécuter ça, faut... Justement, c'est priorisation, il y a un certain nombre d'étapes. C'est priorisation. Ouais, tu vois, faut, en fait, là où tu veux aller, finalement, au fond, c'est pas difficile. C'est juste choisir le bon chemin pour y arriver, quoi. C'est juste ça qui est ultra difficile. Ok. Super. On arrive à la fin, pratiquement. Il reste une dernière petite rubrique, on va dire le temps additionnel, dont je vous ai pas prévenu. Imaginez, vous êtes devant des investisseurs. Okay. Il y a un exercice très connu dans l'entrepreneuriat, c'est le pitch. Donc vous allez avoir moins d'1 minute chacun pour simplement pitcher votre produit à des investisseurs. Vous êtes, on parlait de la gestion financière, etc. Je vous laisse moins d'1 minute chacun pour en fait pitcher votre projet et mettre en avant aussi ce que vous faites. Du coup, toutes les personnes qui vont écouter, celui qui veut commencer se lance. Ouais, sûr. Epic, on est la première plateforme dans le monde à aider les communautés sportives à se développer. On sait que de faire du sport en communauté, c'est bon pour soi physiquement, mais c'est aussi très bon pour un gros problème de société aujourd'hui qui est la santé mentale. Donc c'est primordial pour tout un chacun de faire du sport en communauté. Nous, on aide les gens à se fédérer en communauté, on aide les communautés à grandir. Aujourd'hui, sur le produit qu'on a, on a 10 000 sportifs qui l'utilisent et qui passent 80% de leur temps à l'utiliser en utilisation par semaine.
Donc voilà, notre ambition, c'est de faire en sorte que n'importe quel sportif en communauté soit un client d'Epic. Super. Attends, L'objectif, c'est que Woodtries, et Patriès, comme on pense aujourd'hui, ce soit le numéro 1 mondial de la santé ponctuelle, et pas uniquement dans le sport. Aujourd'hui, je vais lancer dans le sport parce que je viens là, mais également dans la culture et dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que toute personne qui a besoin d'un professionnel de santé puisse l'avoir à disposition dans la région géographique où il sera, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit pour un besoin d'un artiste dans une salle de spectacle, d'un sportif individuel ou d'une équipe sur un terrain, dans un équipement ou sur un événement sportif, que ce soit dans l'entreprise pour que ses employés soient plus efficaces, soulagés et en bonne santé. Encore une fois, c'est que on soit le numéro 1 mondial de la santé ponctuelle. super. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir participé. Merci Edouard. Merci Hugo, merci à vous. Franchement, c'était une super discussion. Ouais. Puis merci à tous ceux qui vont écouter, partager et surtout donner des retours sur l'épisode. C'est le plus important pour qu'on continue à s'améliorer et qu'on puisse continuer à avoir des invités de qualité comme ça. Et à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci à vous. Merci. Bon les gars, ciao. Merci. Bon retour. Merci. Merci à vous surtout. Bob.